cette journée survivance, le thème principal c'est géobiologie et santé. Mais exactement comme j'ai un petit peu du mal à rester sur place sur scène, j'ai aussi du mal à ne vous parler que de géobiologie. Alors on va faire une petite parenthèse, on va parler d'autre chose aussi pendant quelques minutes. Aujourd'hui c'est le 1er novembre. C'est une journée un petit peu spéciale parce que c'est le nouvel an celte. C'était le nouvel an celte. C'est-à-dire, nous on parle du 31 décembre et du 1er janvier, on parle d'une fin d'année et on parle d'un début d'une autre année. Le 1er novembre pour les Celtes, c'était à la fois la fin de l'année et la nouvelle année. C'est-à-dire qu'en un seul jour, on fêtait les deux en fait. Ça correspondait à un jour de transition qui me rappelle un petit peu le 8, vous savez, le Lemniscat, le mouvement de l'infini, où on retrouve le passage, le croisement, où il y a en fait les deux rubans, les deux faces du ruban, en haut, en bas, qui en fait se rejoignent, c'est-à-dire la partie visible et la partie invisible. Donc il y a cette notion d'alchimie. Cette notion d'alchimie, on la retrouve dans justement le 1er novembre, la fameuse fête celte, on la retrouve dans le mariage des vivants et des morts. Donc c'est cette particularité, je tenais à le souligner. Alors cette conférence, je l'ai préparée évidemment il y a quelque temps, consciemment je dirais, mon conscient l'a préparée, et puis cette nuit mon inconscient m'a réveillé, je me suis levé assez tôt cette nuit. Mon inconscient m'a fait modifier totalement tout ce que enfin totalement non, mais en partie certaines choses que je vais vous dire parce que j'ai eu on va dire des intuitions, on va appeler ça comme ça, ou des informations dans la nuit. Et comme je pratique la numérologie aussi, et la science des nombres, je me suis mis à décortiquer un petit peu cette date aujourd'hui, donc le 1er novembre 2015. Novembre, c'est le mois 11, comme tous les ans d'ailleurs, ça c'est pas nouveau. 2015, ça fait 8. Le 8, je vous parlais tout à l'heure du 8, du ruban de l'alchimie, donc il nous rappelle ce fameux 1er novembre. Et lorsqu'on additionne, pour ce qu'on appelle en numérologie le jour universel, aujourd'hui, le 1er novembre 2015, ça nous fait 2015 plus 12, 2027, et 2027, ça fait encore 11 de nouveau. Alors c'est très particulier parce que il y a d'autres choses encore derrière tout ça. Donc on est à mois 11, ça fait un jour universel 11. La symbolique du 11, c'est, imaginez un petit peu les deux antennes qu'on a au-dessus de la tête pour capter les informations qui nous viennent de l'au-delà. On va dire d'en haut, du ciel, on va dire ça comme ça. C'est donc le 11, symboliquement, on le retrouve souvent en numérologie, dans les chemins de vie 11 ou lorsqu'il y a l'influence du 11, on va dire dans un thème. On les retrouve souvent chez les médiums, justement. Et aujourd'hui, comme par hasard, le 1er novembre, on va avoir tout à l'heure, après moi, il y aura le passage de Georges Puig, qui est médium. Donc, il y a dans cette salle des gens que je connais notamment, qui ont aussi des capacités médiumniques. Et voilà, c'est un jour très particulier qui nous invite à justement bénéficier de cette énergie du 11, de cette capacité de capter les messages, j'ai envie de dire inconscients, les messages de la source, les messages de nos ancêtres, de notre lignée. Et il y a donc cette symbolique du 8 aussi, c'est-à-dire de transmutation, cette capacité à justement marier à la fois le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire les messages qu'on va capter inconsciemment et les choses qu'on voit qu'on perçoit avec nos 5 sens. D'autre part, 2015, dans l'année 2015, qui se termine par un 5, il y a cette influence du 5 qui symbolise l'énergie, la vitalité, et qui correspond en fait au 2e chakra, c'est-à-dire à notre, on peut dire au hara, quelque part. Donc c'est vraiment un jour très particulier au niveau numérologie, qui nous invite à nous connecter justement à ces informations qui nous viennent de l'au-delà. Donc hommage à nos ancêtres. Voilà. C'était la parenthèse numérologie. Alors si vous voulez bien, vous pouvez profiter, on peut tous profiter pour nous connecter justement à cet égrégore qui nous relie tous. Et cette nuit, hein, donc, ça m'est venu comme ça,
j'ai eu certaines informations par rapport à tout ça, et j'ai informé ce cristal. Voilà. Donc j'ai tenu à l'amener parce que ce cristal, on va dire qu'il est relié, c'est une antenne, un petit peu comme une antenne cosmique. Il nous relie à cet égrégore, il nous relie en fait tous. Et je vous invite à vous relier à ça, c'est-à-dire à être dans le ressenti des vibrations de notre échange qu'il va y avoir, même s'il n'y a que moi qui parle, c'est quand même un échange, et non pas seulement de ce que je vous dis, mais surtout ce que vous percevez au niveau vibratoire. C'est un jour hors temps, hein, c'est-à-dire qu'on est hors de notre espace-temps habituel avec le jour, la nuit, le conscient, l'inconscient. Là, c'est un mélange des deux, c'est vraiment l'alchimie des deux. La parenthèse de numérologie étant refermée, on va pouvoir parler du thème qu'on m'a demandé de présenter, donc la géobiologie et santé. Alors géo, ça veut dire la Terre, hein, et biologie, science de la vie. Donc la géobiologie, c'est la science de la vie de la Terre. Jusque-là, tout va bien. Ça, c'est une petite image pour vous inviter à méditer sur ce que notre futur nous réserve en fonction de ce que nous créons chaque jour, justement. Avec quelle conscience on crée nos bâtiments, nos habitations, nos logements. Voilà la tournure que prend la Terre dans certains endroits. Et je voulais, avant de commencer ma vision de la géobiologie, avant de vous expliquer comment je pratique la géobiologie, je voulais rendre un hommage à Matteo Taverin, qui était un des cofondateurs de Nature et Progrès, et qui a écrit une hypothèse sur le droit à la vie et à la santé. Ça, c'est accessible sur Internet, alors je ne vais pas vous en dire plus. Vous pourrez faire ça chez vous si vous voulez tranquillement. Vous tapez « Mission sacrée ». C'est présenté sous forme de, je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'est une trentaine de lettres à peu près. Je crois qu'il y a 30 ou 32 lettres. Et il parle de toute l'écologie, on va dire, et toute l'évolution. Et il y a des prédictions derrière tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il a dit est en train d'être avéré. Et il disait notamment, la nature est la plus généreuse des mères, mais elle n'accepte pas qu'on refuse ses dons. Ça, c'est quand même une phrase, je pense qu'il est important de méditer. Je vais avoir d'abord une première approche un petit peu lointaine, on va dire, par rapport à votre environnement proche. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler d'abord de votre logement. On va avoir une vision plus, j'ai envie de dire, pas macrocosmique, mésocosmique, on va dire. On ne va pas parler de votre microcosme, on va parler de ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire les échanges qu'il y a entre les nuages déjà et la Terre, pour commencer. Et après on va zoomer, à la fin on va terminer dans votre appartement, vous allez voir, on sera chez vous, hein, je vous rassure. Mais d'abord on va parler un petit peu du phénomène des échanges en fait qu'il y a entre le ciel et la Terre. Hein. Donc il y a des courants de conduction. Le globe terrestre représente une colossale masse d'électricité négative, et donc il y a un champ électrique, et ce champ électrique dirigé vers le sol fait perdre à la Terre son négatif. Donc il y a une polarité négative, en lui donnant du positif. Et l'atmosphère est le conducteur de ces courants de conduction. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors ça, c'est un mot que j'ai inventé, que je me suis approprié. J'appelle ça la Kundalini cosmotellurique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on retrouve au niveau de ce mésocosme, ou même de tout le macrocosme, on va retrouver ce phénomène de Kundalini, c'est-à-dire de connexion entre la Terre et le ciel, tout comme lorsqu'on parle de Kundalini chez l'homme, on parle de connexion entre, en tout cas de circulation d'énergie entre le premier chakra et le 7e chakra. Donc c'est exactement le même phénomène qui se passe. Lorsqu'il y a des orages, comme la photo qui est ici, qui l'illustre, c'est pas par hasard évidemment, c'est parce qu'il y a un énorme champ de l'électricité statique, en fait, qui se trouve soit entre deux nuages, soit entre un nuage et la Terre. Donc cette énorme masse d'électricité statique crée ce phénomène d'orage et fait que le ciel va nous restituer ce fameux négatif que la Terre perdait. Je vous disais sur la diapo précédente ici,
Voilà, donc le phénomène des orages est quelque chose de nécessaire, bien évidemment, et ça permet de réguler ce champ électrique terrestre, en fait. Donc ça nous parle de prise de terre, tout ça. Hein. Alors, au niveau des échanges cosmotelluriques, donc c'est un petit peu ce que je vous disais, les cumulonimbus. Cumulonimbus, ce sont ces fameux gros nuages noirs, hein, les nuages de grêle hein, qu'on connaît, qui se trouvent environ à 2500 mètres d'altitude et qui sont très chargés d'azote. Donc quand il y a un orage, il y a une grosse décharge d'azote. Et c'est pour ça que vous remarquerez notamment qu'après un orage, le gazon, enfin tout le jardin, va reverdir très très vite, beaucoup plus que lorsque vous arrosez avec l'eau du robinet. Pourquoi? Parce qu'il y a justement beaucoup d'azote. Les jardiniers qui utilisent des engrais chimiques mettent des engrais azotés. Pourquoi? Parce que justement ça a la propriété de faire reverdir les végétaux rapidement, c'est-à-dire c'est bénéfique pour la croissance de tout ce qui est feuillage. Et donc c'est ce que fait en fait l'eau d'orage. Donc il y a ce courant de conduction verticale qui relie en permanence la terre et on va dire le ciel. Hein. Et puis on a aussi bien sûr les courants telluriques qui eux sont des courants horizontaux. Ces courants horizontaux, ce sont les fameux réseaux dont on va parler tout à l'heure. Hein. Et ils se mesurent, donc c'est de l'ordre de quelques millivolts par kilomètre. Donc c'est très très faible au niveau de l'intensité électrique, c'est très 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 faible, mais ça véhicule une information. C'est faible, ça ne veut pas dire que c'est inexistant, c'est quand même, ça a son importance parce qu'on va les retrouver sur tout le globe terrestre. Personnellement, j'ai fait des expériences en géobiologie il y a une dizaine d'années à peu près, une quinzaine d'années bientôt, en Amérique centrale par exemple, où c'est une zone où il y a un fort tellurisme, il y a beaucoup de volcans, et c'est vrai qu'on retrouvait des anomalies au niveau des réseaux, je mets anomalies entre guillemets parce que c'est normal, mais je veux dire, il y avait des perturbations très importantes qui étaient totalement différentes de celles qu'on peut trouver ici, sur le continent, puisque j'ai fait aussi de la géobiologie en Corse, et là c'était aussi différent de ce qu'on retrouve ici. Les îles aussi se comportent différemment des continents. Alors ces fameux courants horizontaux, ce sont les courants qui sont véhiculés par tous ces réseaux. Vous avez entendu parler sûrement quand on parle de géobiologie, on parle tout de suite du réseau Hartmann, des nœuds Hartmann. Hein. C'est assez connu. Donc c'est le docteur Hartmann, dans les années 50, qui avait découvert ce réseau, qui en fait est un quadrillage qu'on va retrouver sur toute la planète, un quadrillage qui va être nord-sud, avec des mailles de donc 2 mètres en nord-sud et 2,50 mètres en est-ouest. Et la bande faisant en théorie 21 cm. Je dis en théorie parce qu'en pratique, c'est assez rare de voir 21 cm. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des perturbations, genre passage d'eau, hein, des veines d'eau, des failles, etc., des perturbations électromagnétiques, ça va modifier ces maillages. C'est-à-dire que d'une part, le maillage ne sera plus parfait, j'ai envie de dire comme ça, c'est-à-dire avec les angles droits, mais il va être déformé, il va prendre des formes arrondies, il va avoir des formes un petit peu, enfin très différentes de celles-ci, et avec une bande qui va faire jusqu'à 50-60 cm. Donc on est loin des 21 cm qu'on nous annonce, en tout cas qui sont théoriques, hein, qu'on va voir dans tout ce qui est, dans toute la littérature qui va nous parler du réseau Hartmann. Après, on a le réseau, pour parler des principaux simplement, hein, on a le réseau Curie qui, lui, va être à 45 degrés par rapport à ce réseau Hartmann, c'est-à-dire qu'il va être en nord-est, sud-ouest et nord-ouest, sud-est. Il va être décalé. Les bandes, les longueurs entre deux nœuds sont en théorie de 7 mètres. On nous dit 7-8 mètres. C'est vrai que c'est ce qu'on vérifie plus ou moins sur le continent, je ne dis pas dans la région, je dis sur le continent, et quand on est sur une île ou quand on est sur des zones très perturbées au niveau tellurique, hein, volcanique notamment, moi j'ai mesuré déjà des bandes qui faisaient 13, 14, 15 mètres, donc quasiment le double. La largeur de ce réseau étant en théorie toujours de 50 cm, j'ai mesuré jusqu'à 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m. Donc vous voyez que ça peut doubler ou tripler selon les zones.
Je vous dis ça parce que si vous achetez n'importe quel livre sur la géobiologie, il va vous parler de ces réseaux. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que ça reste une théorie, mais que dans la pratique, selon les régions, ça peut être très différent. Voilà, c'est pas quelque chose qui est immuable. Hein. Alors je vais vous parler un petit peu de fréquence et de longueur d'onde. J'en parle dans tout ce que je fais, que ce soit la numérologie, que ce soit la technique de soins RVF, que ce soit la géobiologie. Pourquoi? Parce que tout est vivant, tout vibre. À partir de là, dès l'instant où il y a une vibration, il y a une longueur d'onde, il y a un rythme, il y a une longueur d'onde, cette longueur d'onde va véhiculer une information. Et la fréquence d'une onde, ça correspond en fait au nombre d'oscillations en une seconde. Donc lorsqu'on parle de micro-ondes, d'ondes très très hautes en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oscillations en une seconde. Alors qu'une onde de basse fréquence, il va y avoir très peu d'oscillations. Ça va être une onde qui va être beaucoup plus longue. Pourquoi je vous parle d'onde? Parce que d'abord, tout est information. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Louisa Mercier tout à l'heure, lors de la conférence précédente, elle parlait de la pensée lorsque vous prenez un médicament, un remède, selon la pensée que vous émettez, qu'elle soit positive ou négative, ça va avoir une influence. Et là, je la rejoins tout à fait là-dessus. Tout est information, et la première information, c'est la pensée. C'est la première chose immatérielle, on va dire, qui va induire une onde, qui va transporter cette information, et qui va pouvoir se matérialiser. Donc on part de l'immatériel pour aller vers le matériel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce phénomène information, énergie, matière. Tout est information à la base. À partir de là, toute information donc véhiculée par les fréquences, hein, ça je l'ai déjà dit, et toute fréquence ne peut entrer en résonance qu'avec une fréquence compatible. Ça veut dire exactement l'exemple de la téléphonie mobile. Si vous prenez un téléphone, vous êtes abonné à un opérateur, vous n'allez pas capter si vous êtes un pylône de l'opérateur concurrent. La communication ne passera que si vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Donc ça, c'est le principe de la résonance. C'est important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vous parle de ça parce que c'est lié à la géobiologie, bien évidemment. Hein. Ça peut paraître peut-être un petit peu à part, mais ça ne l'est pas du tout. Donc ce phénomène de résonance vibratoire fréquentielle, je l'appelle comme ça parce que la technique de soins vibratoires, je l'ai appelée résonance vibratoire fréquentielle, hein, RVF. Ça met clairement en lumière cette loi de l'attraction. Loi de l'attraction parce que, ce que je vous disais, c'est une fréquence, la fréquence que vous émettez ne peut rentrer en résonance qu'avec une fréquence similaire, une fréquence cohérente. Et ça, c'est le phénomène de la résonance. Donc ça explique de façon, j'ai envie de dire, physique, scientifique, la loi de l'attraction. Ça explique aussi avec la même évidence que le hasard n'existe pas. Et ça nous permet aussi de nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire à savoir, lorsque j'observe mon environnement extérieur, c'est que j'ai créé cet environnement extérieur. Donc c'est mon intérieur. C'est moi qui émets ces fréquences, puisque mon extérieur est en résonance avec mon intérieur. J'insiste bien là-dessus, je le dis encore une fois, parce qu'en géobiologie, il y a différentes approches, comme en médecine, comme en toute forme de thérapie, et l'approche que j'ai est basée là-dessus. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ça. Alors ce qu'on appelle le stress géopathique, c'est le stress lié à la géobiologie, c'est-à-dire au lieu. Donc évidemment, il peut y avoir un stress créé par la qualité des matériaux de construction, comme les peintures au plomb par exemple, les champs électromagnétiques naturels, c'est-à-dire les réseaux naturels dont je vous ai parlé, Hartmann, Curie, Perret, Wiesmann et tous les autres, les champs électromagnétiques artificiels, donc le 50 Hz, ça c'est votre électricité, c'est notre électricité domestique, qu'on a tous, qui est ici. Les micro-ondes également, donc là on est sur les hautes fréquences, hein, c'est-à-dire tout ce qui est technologie sans fil, les babyphones, les Wi-Fi, toutes ces choses-là.
La mémoire des murs aussi, ça on en parle quelquefois beaucoup moins, mais la mémoire des murs, en fait, c'est le lieu à mémoriser ce qu'il a pu se passer. Donc, lorsqu'on intervient dans une maison où il y a eu un incendie ou un crime ou des choses de ce style-là, bon, on le ressent quand même, hein, en général. L'énergie, le lieu à mémoriser ce qui s'est passé et va justement émettre une vibration qu'on va qualifier de négative, bien sûr, et qu'on va percevoir. Hein. Au niveau du stress géopathique, on va retrouver aussi, ça m'arrive assez souvent, un mauvais drainage du champ électrique à la Terre. Alors ça, on en parle assez peu, généralement en géobiologie. C'est-à-dire que lorsqu'on branche lorsque l'électricien installe les prises, il y a peut-être des électriciens dans la salle ici, je ne sais pas, il y a un ordre, il y a la phase qui va d'un côté, le neutre qui va de l'autre. Voilà, c'est une norme, tout simplement. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est branché à l'envers, ça fonctionne quand même, évidemment, on ne s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit quand on fait les mesures avec un appareil qui permet de mesurer ce champ électrique. Et on a des valeurs qui sont quelquefois énormes, mais alors énormes, tout simplement parce que les deux fils sont mis à l'envers. Donc il suffit en fait de changer, lorsque vous connectez la prise, de la mettre dans l'autre sens, tout simplement. Donc ça on peut le mesurer. Je vais vous montrer après, j'ai les diaporamas des appareils. Et là, on a encore l'impression que je pars sur autre chose. En fait, pas du tout. Là, je cite Pasteur qui disait « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Ben, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, par rapport à mon approche de la géobiologie, je ne vais pas avoir une approche très symptomatique, on va dire. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à détecter forcément, à faire un inventaire de toutes les nuisances, et puis de vous dire, voilà, contre ça, il y a ça, contre ça, il y a ça. Vous savez, comme en médecine allopathique, on vous dit, vous avez mal à l'estomac, c'est tel médicament, vous avez mal là, c'est celui-là, vous avez mal là, c'est celui-là, vous avez pris ces trois-là, donc contre les effets secondaires, il faut en prendre un quatrième, etc., etc. C'est pas du tout cette approche que j'ai de la géobiologie. C'est une approche que j'ai eue dans mes débuts, on va dire, où effectivement je chassais la bébête, hein, la méchante bébête, et puis je cherchais les anti. En fait, c'était une démarche allopathique, hein, on va le dire. J'appelle ça aujourd'hui maintenant la géobiologie allopathique. Voilà, pourquoi pas. Aujourd'hui, la géobiologie que je pratique, vous allez voir, c'est pas du tout basé là-dessus. C'est pour ça que je vous parle, je vous cite Pasteur, qui disait donc le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire qu'on va plus s'occuper de notre terrain, c'est-à-dire de notre taux vibratoire, plutôt que de s'occuper des perturbations de l'environnement. Les perturbations de l'environnement, on est censé s'adapter, être capable de les intégrer et de les transmuter. Et là encore, on est dans un processus alchimique, chose que je vous disais tout au départ. Aujourd'hui, c'est un jour particulièrement bénéfique pour justement prendre conscience de tout ça. Ça va, je ne vais pas trop vite. On va parler très rapidement de la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, ce sont des pics spectraux d'extrêmement basse fréquence, c'est-à-dire de l'ordre de 3 à 30 Hz. Ça correspond en fait aux fréquences de nos organes. C'est-à-dire que lorsque l'être humain est apparu sur la Terre, la fréquence de Schumann, c'est-à-dire cette fréquence de la Terre en fait, était dans cet ordre de grandeur, dans cette échelle de fréquence. Ça veut dire que mon cerveau, mon cœur, mon foie, ma rate, etc., tous mes organes vibrent à peu près à quelques hertz ou quelques petites dizaines de hertz. Alors je ne connais pas les valeurs précises, mais on va dire 10, 12, 15, 20, 25 hertz. C'est à peu près la fréquence des organes, de l'ensemble des organes. Et lorsqu'aujourd'hui on utilise des technologies avec des très très hautes fréquences, hein, les fameuses micro-ondes, hein, les téléphones, les Wi-Fi et tout ça, il est évident que l'organe, le corps physique en tout cas, n'a pas été constitué à la base pour entrer en résonance avec ces fréquences-là. Donc comme il n'est pas en résonance, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction, c'est-à-dire que ça peut créer des désordres au niveau cellulaire, au niveau neuronal, au niveau système nerveux, etc. Et donc à terme générer des pathologies, parce qu'il va falloir un temps d'adaptation à l'être humain pour s'adapter à ces très très hautes fréquences.
quand on parle de 3 Hertz et qu'aujourd'hui on parle en gigahertz, c'est-à-dire en milliards de Hertz, il y a quand même un gros écart. Il faut que le corps s'habitue. Et là, on utilise ces technologies depuis même pas un siècle. Hein, donc, il a fallu quelques dizaines de millions d'années, voire centaines de millions d'années, pour que l'homme évolue au stade où il en est aujourd'hui. Et là, en l'espace de 50 ans, on lui dit, bon, on va passer de 3 Hertz à 3 milliards de Hertz. Il est évident que le corps a un petit peu du mal à absorber ça. Voilà les outils de base donc, que je vous les présente là. Ce que vous voyez ici, c'est pour mesurer le fameux champ électrique. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En géobiologie, normalement, on préconise évidemment le champ électrique le plus faible. C'est-à-dire qu'on tolère, on va dire, 5 volts par mètre. C'est ce qu'on a l'habitude de préconiser, c'est ce qu'il y a de plus faible. Et j'ai déjà mesuré des champs électriques avec une simple petite lampe de chevet qui émettait 700 volts par mètre. 700, c'est énorme. J'ai simplement, grâce à cet appareil, vu qu'il y avait une inversion de phase. On prend la fiche de la lampe et on l'inverse tout simplement et on descend à 5 volts par mètre. Alors, ça peut être extrêmement important parce que le géobiologue intervient toujours en dernier, en principe, après avoir essayé à peu près toutes sortes de thérapies, etc. On commence à s'intéresser un petit peu à l'habitat à la fin. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un lien entre l'habitat et la personne, hein, bien sûr. Il y a un échange vibratoire qui se fait, il y a un échange énergétique. Et on s'aperçoit que quelquefois, on résiste à toutes sortes de traitements, que ce soit des traitements allopathiques ou des traitements naturels, voilà, toutes sortes de traitements. Le corps va résister à ces traitements. Pourquoi? Parce qu'en permanence, il va être exposé à ce champ électrique, quelquefois énorme. Et ça, c'est tout simplement, quelquefois, votre petite lampe de chevet qui est juste à côté de votre tête au niveau du lit, tout simplement. Et en inversant la fiche, donc je ne parle pas de faire des travaux, je parle d'inverser une fiche de courant, on a des résultats qui sont parfois spectaculaires. Mais c'est rien du tout, il faut le savoir, c'est tout. Parce que ça revient à la Terre, oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, oui, effectivement, c'est ce que j'aurais dû commencer à dire. Le champ électrique, effectivement, est drainé par la Terre. Je vous parlais en tout début, je vous parlais du 11. J'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à ça, parce que le 11, je disais que c'était symboliquement lié à cette capacité médiumnique, hein, ces antennes vers le haut, mais ce qu'on capte, il faut le ramener à la Terre aussi. Donc là, ça nous fait, on a un parallèle avec le fameux champ électrique. C'est-à-dire que quand on capte des informations, si on est parasité au niveau émotionnel, c'est-à-dire si on n'est pas ancré, en fait, c'est ça que ça veut dire. Si on n'est pas ancré, ces informations vont nous polluer au niveau émotionnel. Ça veut dire que faire pousser les antennes, c'est bien, mais il faut faire pousser les racines en même temps. Il faut rester au sol. Sinon, c'est gonfler à l'hélium, on prend de l'altitude, mais bon, si on n'est pas ancré, on ne grandit pas. Hein. Donc le champ électrique, vous voyez, on retrouve cette notion-là aussi au niveau géobiologie en parlant du champ électrique. Le deuxième appareil, c'est un tout petit appareil qui ne vaut pas cher du tout, il vaut moins de 100 €, et ça permet de... J'en fais pas la promotion, je ne les vends pas, hein, mais c'est un détecteur d'hyperfréquence, donc de micro-ondes, mais c'est un détecteur sonore. Alors pourquoi aujourd'hui j'utilise cet appareil? Parce que là, les gens comprennent enfin la nocivité des Wi-Fi et des choses comme ça. Parce que les appareils en géobiologie coûtent, enfin les appareils professionnels, comme pour toutes les professions, coûtent très cher, hein, il y a un certain coût. Et lorsqu'on s'équipe avec un appareil qui fait des mesures très précises, avec les petites diodes, là vous savez, vertes et rouges, et puis les mesures et tout ça, là, les petites aiguilles partout, ça coûte très cher. Et on dit aux gens, oh là là, là il y a des valeurs qui sont très très hautes, et les gens vous disent, ouais, bon, bah, c'est bien, ouais, je suis content de l'apprendre. Mais personne ne réagit. Lorsque j'arrive dans une maison avec ce petit appareil, qui doit valoir aujourd'hui une cinquantaine d'euros peut-être, parce qu'il baisse tous les jours, et là, c'est un détecteur sonore, c'est-à-dire qu'on va entendre les pulsations de toutes les micro-ondes. Donc je mets le son à fond, bien sûr, normal, histoire de bien polluer les oreilles des personnes qui sont là.
Et au bout de même pas 2 minutes, les gens s'arrachent les cheveux et me disent « Je vous en supplie, arrêtez votre appareil. » Parce qu'on entend bip, 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 très très fort. Et ça agresse en fait vraiment les oreilles. C'est vraiment une agression sonore. Et là, je leur dis, ben, vous voyez ce que votre système nerveux encaisse 24 heures sur 24 avec la Wi-Fi. Vous comprenez mieux maintenant? Maintenant que vous l'avez entendu, vous comprenez que ça se passe de la même façon au niveau subtil, au niveau invisible? Et là, les gens comprennent. Et en général, ils comprennent que la Wi-Fi, c'est pas quelque chose d'indispensable. Le filaire, ça existe aussi. On peut. Après, voilà, c'est une question de choix, hein, simplement. On en parle. Le filaire, ben, c'est branchement avec un fil, tout simplement. Le système filaire, hein, dès qu'il y a un fil, c'est plus du sans fil. Donc, à partir de là, il n'y a plus ces fameuses micro-ondes. Le troisième appareil, là, c'est pour mesurer l'ionisation de l'air. Ça aussi, c'est important. L'ionisation de l'air, l'idéal étant d'avoir plus d'ions négatifs que d'ions positifs. Et il faut savoir que les ions positifs, on va en retrouver en quantité lorsqu'il y a notamment des matériaux synthétiques, hein, des moquettes, des choses comme ça, synthétiques, la poussière, voilà, différents types de matériaux. Donc ça nous parle encore de, évidemment, le conseil de bâtir un environnement sain, le plus naturel possible. Ce que vous voyez ici en bas, c'est ce qu'on appelle le poisson. C'est pour détecter les réseaux, en fait, hein, les fameux réseaux, Hartmann, Curie, Perret. Bon, on n'est pas obligé de travailler avec le poisson non plus pour détecter un réseau. On peut le faire avec des baguettes de sourcier, comme il y a ici. On peut le faire au pendule, on peut le faire à main nue, on peut le faire, on peut le voir aussi. Ça dépend du ressenti de chacun. Voilà, c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout ce matériel. Après, il y a les pendules aussi. Donc là, vous avez, ça c'est un pendule en cristal de roche qui m'avait appelé. Ça a été mon premier pendule pour faire des recherches d'eau. Ça, c'est un pendule Osiris, pendule égyptien, et puis ça, c'est un pendule tout court. Voilà, je ne sais pas s'il a un nom. C'est un pendule. L'infrarouge, oui, alors tout ce qui est au-delà du spectre visible de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire du rouge au violet, on est dans les infrarouges ou dans les ultraviolets. Tout ce qui est infra et ultra, c'est tout ce qu'on n'est pas capable de percevoir, en tout cas avec nos 5 sens. Alors, ça c'est une vieille diapositive, alors je l'ai gardée, parce que ben, c'est un montage, hein, alors je l'ai gardée. Il y a le biorupteur, mais biorupteur en fait c'est une marque. Donc, aujourd'hui, il y a les concurrents à cette marque-là qui le font aussi. Ça s'appelle donc un interrupteur automatique de champ. Ça s'appelle un IAC. Voilà, IAC. C'est un petit disjoncteur qu'on met en fait au niveau du tableau. Donc ça, vous demandez à votre électricien, il vous installe ça au niveau du tableau. Ça permet de couper tous les champs électriques lorsque vous éteignez la dernière source d'énergie dans votre chambre. Pas forcément toute la maison. Vous le branchez sur le circuit de la chambre. Et lorsque vous éteignez votre lampe de chevet, il va détecter qu'il n'y a plus de demande d'énergie et donc il va couper l'arrivée électrique et il n'y aura plus du tout de champ électrique dans la chambre. Parce que les champs électriques, il faut savoir que même si les lampes sont éteintes, il y a un champ électrique qui est généré. Le champ magnétique, lui, va être généré quand on va allumer la lampe, mais quand la lampe est éteinte, il y a quand même un champ électrique et qui est quelquefois très 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 important. D'autre part, les électriciens n'apprennent pas à l'école, on ne leur parle pas des champs électriques, donc ils ne peuvent pas connaître, hein, c'est normal. Et lorsqu'ils font leur installation dans les chambres, pour passer par exemple quand il y a le lit à 2 places, ils mettent une prise de chaque côté. Et ils vont tirer directement d'une prise à l'autre. Ils ne vont pas faire le U, passer en bas, revenir. Ils font au plus simple, au moins cher, au plus rapide, hein, ce qui est tout à fait logique. Et le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un champ électrique au niveau de la tête du lit. Au niveau des oreillers, on a un champ électrique énorme. Et là, c'est pareil. Alors, il y a quelquefois des problèmes de migraine, d'autres choses, un de désordre, insomnie, parce que la pignale, elle est quand même, elle n'est pas loin. Et la pignale, elle est quand même assez concernée par les rythmes, hein, c'est elle qui gère les rythmes. Donc, les insomnies, ça vient assez souvent, hein, je ne dis pas que c'est la cause majeure, mais en tout cas, c'est un bon amplificateur, en tout cas, de problèmes d'insomnie lorsque vous avez un champ électrique, notamment au niveau de la tête, au niveau de la pignale. La pignale est très très fragile au champ électrique. Voilà, après il y a des petits, c'est pas des appareils, hein, c'est des petites prises, voilà, un interrupteur bipolaire. Bipolaire, ben, ça veut dire que ça va couper à la fois la phase et le neutre, tout simplement. Donc comme ça, il n'y aura plus le champ électrique.
Alors qu'un interrupteur classique, ça ne coupe que la phase. Donc il y a toujours une circulation quand même qui se fait, il y a toujours un champ électrique. C'est ce qu'on appelle la bioélectricité en fait. L'électricité, c'est pas toujours très bio avec les centrales, mais on essaye de faire de la bioélectricité à la maison, quand même. Alors là, on a un schéma, bon, j'ai fait quelques centaines de recherches d'eau, donc je commence à connaître un petit peu. L'abbé Mermet, je crois que c'était au XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne sais plus, j'ai oublié depuis, il avait mis en évidence qu'à l'aplomb d'un cours d'eau, on avait 7 sauts de baguette, c'est-à-dire qu'on avait, ça faisait des V. Vous aviez l'aplomb du cours d'eau, et puis un V comme ça, et puis des V de plus en plus éloignés, c'est-à-dire de plus en plus aplatis. Et donc quand on part de l'aplomb du cours d'eau, on part à 90 degrés du passage d'eau, et on va avoir 7 sauts de baguette. Et ces 7 sauts de baguette, quand on est arrivé au 7e, ça nous donne la profondeur. C'était une découverte de l'époque que j'ai vérifiée, qui fonctionne très bien. Il y a plein de façons de retrouver ça. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour faire de vous des sourciers, c'est juste pour vous expliquer que lorsqu'il y a une veine d'eau qui passe, il y a une perturbation qui est évidemment à l'aplomb de la veine d'eau, et puis il va y avoir des perturbations, il va y avoir comme des ondes, si vous voulez, comme quand vous mettez, quand vous balancez un pavé dans la mare, et puis qu'il va y avoir les ondes. Donc il va y avoir ces perturbations électromagnétiques liées au passage d'eau qu'on va retrouver sur une zone plus ou moins importante en fonction de la profondeur. Voilà, donc c'est ce graphique-là qui l'illustre. Ça, c'est un appareil, ça s'appelle un géomagnétomètre, donc que j'utilise pour mesurer les champs électriques et les champs magnétiques de façon très précise, puisque c'est un appareil qui est étalonné, c'est un appareil professionnel. C'est aussi un appareil de recherche archéologique, qui m'a permis d'ailleurs de découvrir des souterrains lors de certaines expériences. Et ce que vous voyez ici, c'est une sonde, c'est ce fameux géomagnétomètre, c'est une sonde magnétique qui permet de mesurer aussi le champ magnétique terrestre. Et lorsque je fais une recherche d'eau, par exemple, ou en géobiologie, je l'utilise aussi sur les terrains nus, pas dans les maisons, parce que c'est tellement, il y a tous les quadrillages métalliques avec toute la ferraille, il y a toute l'électricité, etc. Donc tout ça, ça perturbe énormément le champ magnétique. Et donc c'est même plus la peine de faire des mesures. On sait que c'est déjà pollué. Quand on peut utiliser ce genre d'appareil sur un terrain nu avant construction, pour faire un état des lieux électromagnétique, des perturbations électromagnétiques sur un terrain nu. Et on obtient ce genre de graphique, c'est-à-dire que je vais mesurer des valeurs dans ce sens et dans ce sens, donc il va y avoir abscisse ordonnée, en fait. Je mesure une quarantaine de valeurs, j'inscris ces valeurs et avec un tableur, on sort ce genre de graphique qui va nous montrer ici, imaginez un petit peu le passage d'eau ici. En fait, c'est quoi? C'est la perturbation magnétique liée au passage de l'eau. C'est-à-dire que quand l'eau va passer, il va y avoir, par le frottement entre l'eau et la roche et le terrain, il va y avoir l'arrachage des ions, des molécules d'eau. Et donc, c'est ce qui crée cette fameuse perturbation magnétique. Tout ça pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui est mesurable, c'est invisible, mais il y a des choses qu'on est capable de mesurer avec des appareils qui sont étalonnés, qui font bip-bip, qui font, vous savez, que les scientifiques aiment bien, que les cartésiens aiment bien. Et puis, il y a des choses qu'on ne mesure pas avec des appareils. C'est le pendule, c'est le ressenti, c'est la radiesthésie. Voilà, ça c'est... Là, on est dans le quantique. Alors l'outil naturel du géobiologue, quand on a fait beaucoup de mesures, justement avec ces appareils, qu'ils soient étalonnés ou pas, ben, finalement c'est le ressenti tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une vision en fait plus directe, plus globale, d'un seul point vraiment à traiter. C'est-à-dire que je me suis inspiré, je n'ai rien inventé, je me suis inspiré de ce que faisaient les anciens qui travaillaient, qui rééquilibraient les lieux avec l'acupuncture par la pierre, par les menhirs, la pierre levée. Il y a des acupuncteurs qui ne vous mettent pas 10 ou 15 aiguilles, mais une seule aiguille. Et puis vous avez les homéopathes unicistes aussi qui vous donnent un seul remède, pas forcément 2, 3, 4 remèdes. Donc ça veut dire qu'on ne peut traiter, on peut, lors de toute approche thérapeutique, je dis bien toute approche, je ne connais pas tout, loin de là, mais je suis persuadé que traiter le point majeur, le point central, la problématique majeure, ça va rayonner sur d'autres problématiques. Parce qu'il y a toujours l'effet de
cause à effet en fait. Donc quand on va vraiment à la base, à la racine, on va régler d'autres problèmes qui sont à côté, qui sont connexes. Alors ça c'est l'émetteur radionique, c'est le pendule universel. Je pourrais vous le montrer, j'ai là-bas dans mon sac. C'est un pendule qui fait une centaine de grammes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là il est un petit peu spécial. Il est très peu connu. En fait c'est une sphère avec... il y a 7 demi-sphères à l'intérieur, donc ça crée un champ magnétique. Et c'est un émetteur radionique, c'est-à-dire c'est un émetteur de fréquences. Il est capable de générer toutes les fréquences qu'on retrouve dans l'univers en fait. C'est-à-dire qu'il est fait, vous avez ici un petit demi-boucle qui représente l'équateur, et vous avez tous les méridiens, avec les méridiens électriques, magnétiques. Donc il y a les couleurs radiesthésiques qui sont liées. Ce qu'on appelle les couleurs radiesthésiques, ce sont les couleurs invisibles à l'œil nu, hein, au-delà du spectre chromatique des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc il peut émettre toutes sortes de couleurs visibles ou invisibles, les couleurs étant des fréquences, hein, c'est ce que disait tout à l'heure Louisa Mercier dans la conférence précédente. Elle parlait des couleurs et des fréquences, ben, c'est tout à fait ça. Et ça c'est un émetteur de couleurs, donc de fréquences. Voilà, donc ça c'est ce que j'utilise aussi en géobiologie pour rétablir plus ou moins, j'ai envie de dire plus ou moins parce que ça ne va pas forcément tenir dans le temps, ça peut quelquefois, mais en tout cas ça apporte un soin immédiat au lieu, hein, à l'environnement, en émettant ces fameuses fréquences qui vont rééquilibrer l'environnement au niveau vibratoire. Donc ça c'est le soin, on va dire, après avoir fait la détection, évidemment on apporte des solutions, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est le premier soin que je fais, c'est avec ce pendule universel. Le deuxième soin que je fais, c'est je pose ce genre de choses dans votre salle à manger, c'est-à-dire je vous disais que je faisais l'acupuncture par la pierre comme les anciens. Donc je pose des menhirs dans votre salle à manger. Alors il faut entre 20 et 50 tonnes à peu près. Par contre je ne le fais pas chez tout le monde, parce que ceux qui n'ont pas de grue, je ne fais pas ça. J'ai d'autres solutions. Hein. Je peux proposer ça, mais c'est vrai que c'est rarement ce que je fais. Hein. Voilà, ça c'est ce que faisaient les anciens, l'acupuncture par la pierre. Après j'ai d'autres solutions, avec c'est un genre de petit pendule Osiris, ça ressemble au pendule Osiris. En fait il pèse 777 grammes, hein, donc il est à peu près de la grosseur du micro, on va dire. Hein. Il est en laiton, et c'est un générateur d'ondes blanches magnétiques. Et l'onde blanche magnétique, en fait, ça comprend tout le spectre de la lumière solaire. C'est-à-dire qu'il émet les 7 fréquences des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a un rééquilibrage parfait de tout le spectre. Cette radiation va créer une sphère protectrice environnementale, hein, biotique, sur un diamètre de 50 mètres. Ça a été mesuré en radiesthésie. Et voilà, ça ne se charge pas, ça ne se pollue pas. Donc voilà, on l'installe tout simplement, on l'accroche au plafond. Hein. Imaginez le micro comme ça, accroché au plafond. Voilà, c'est un petit peu ça, à part que c'est un peu plus esthétique, on va dire. C'est un joli appareil. Sinon, il y a d'autres solutions aussi, travailler avec des cristaux. Alors les cristaux, je les informe, exactement comme le cristal que je vous ai montré au tout début, que j'ai informé dans la nuit. Hein. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça se pose également, je le pose sur le point de déséquilibre majeur, hein, sur le point géopathogène principal, on va dire, du lieu. Voilà, donc je vous ai expliqué en fait comment je pratiquais la géobiologie. Alors vous avez compris pourquoi je vous parlais des citations de Pasteur tout à l'heure, quand il disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire que quand on va travailler sur un seul point, en fait, vous êtes parfaitement capable, et c'est pas un hasard si vous habitez une maison qui est polluée au niveau géobiologie, c'est pas du tout un hasard, c'est parce que vous avez la capacité justement d'apporter quelque chose à cette maison, parce qu'il y a cet échange vibratoire. Et ce quelque chose, il est en vous, il est dans vos peurs, vos culpabilités inconscientes, dans tous vos schémas transgénérationnels, etc. C'est à ça que je voulais vous sensibiliser. C'est pas le géobiologue, c'est pas, enfin en tout cas moi, en tant que géobiologue, je suis pas le docteur maison qui va venir soigner votre maison qui est malade.
lorsque j'interviens, c'est pour mettre en évidence la résonance qu'il y a entre vous et votre maison. Parce que vous n'habitez pas là par hasard. Voilà, j'ai un témoin, là, Georges, qui prendra la suite. Il est témoin de tout ça. Voilà, parce que c'est un vécu personnel, c'est pour ça que je vous en parle, entre autres. Voilà, donc ma quête en quelques mots, ben, j'ai créé la société Harmony Concept en 2007. J'ai créé la technique manuelle de soins vibratoires RVF en 2010. Enfin, je l'ai présentée en 2010. En 2013, un petit laboratoire artisanal avec des produits, donc des alcoolatures qui sont informés, principe homéopathique. Et aujourd'hui, je travaille en collaboration avec Nano, qui est un sculpteur. Et nous travaillons sur la conception d'œuvres réalisées à partir de la géométrie sacrée, c'est-à-dire le nombre d'ordres notamment, la proportion sacrée, et dont les formes vont générer des fréquences précises. Ça veut dire que la fréquence, je dis la fréquence, il y a une fréquence de base, mais après elle se décline, avec laquelle je travaille aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais bon, ça avance tous les jours, c'est ça la recherche. Cette fréquence-là, on va la retrouver dans tout ce que je fais, tout ce que je propose, c'est-à-dire au niveau d'RVF, au niveau de la technique de soin, au niveau des produits que je vais informer, donc des alcoolatures, au niveau des créations, des conceptions qu'on va faire donc avec Nano, sculpture, et au niveau de l'eau, parce qu'on travaille aussi au niveau de l'eau, et au niveau de la terre, au niveau des cultures. Donc en fait, ce principe-là, je l'adapte, je suis en train de l'adapter à tout le vivant. Parce que je vous disais, tout résonne, hein, tout est fréquence, et ben, il y a une cohérence entre, je vous disais, entre vous et votre maison, mais aussi entre vous et votre jardin, entre la plante de votre jardin et l'animal qui va manger la plante du jardin, voilà, entre tout le vivant. Hein. Donc il y a vraiment une vision holistique, vibratoire de tout ce qui est vivant. C'est ma quête, voilà. Donc ces fréquences permettent de rééquilibrer les forces cosmotelluriques. Donc on en revient bien à la géobiologie, hein. Vous voyez que je m'écarte un petit peu, mais c'est pour revenir quand même au sujet, à cet échange cosmotellurique, c'est-à-dire entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang en fait. Hein. Voilà, donc souvent je parle de science et art et philosophie, c'est un petit peu, je mets un petit peu tout ça dans le même, pas dans le même sac, mais bon, c'est une philosophie d'être aussi sensible à l'art qu'à la science, voilà, on va dire ça comme ça. Donc tous les procédés, les créations et les différents concepts que je mets en place sont faits donc d'après ces paramètres, c'est-à-dire les principes suivants, donc le respect de la géométrie sacrée, donc le fameux nombre d'or, information des matériaux utilisés, donc là, comme j'ai informé le cristal par exemple, par un procédé radionique, hein. Le lien avec la symbolique, puisqu'on travaille évidemment avec la symbolique ésotérique, ou la symbolique du tarot, ou des runes, des lettres hébraïques par exemple, et puis une approche holistique du vivant dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'humain, l'animal, le végétal et le minéral aussi. Alors ça c'est une œuvre de Nano, donc qui travaille avec moi, qui est pas là encore, il devait être là mais il n'est pas là, il va arriver. Voilà, dans le marbre brut. Voilà, lorsqu'il contemplait son œuvre, une de ses œuvres, encore une autre de ses œuvres, donc sculptée directement dans le marbre. Encore une, donc il travaille aussi sur des sphères. S'il avait été là, il aurait peut-être pu vous en parler, s'il avait voulu venir, je ne sais pas. Il aurait pu vous en parler, parce que moi je ne vais pas pouvoir vous donner des détails sur ces œuvres. Celle-ci également, le chakra sphère, hein, taillé dans le marbre de Carrare. Et donc, avec Nano, aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on crée, ce qu'on met en place, ce sont des œuvres justement qui sont conçues suivant cette géométrie sacrée, c'est-à-dire suivant le nombre d'or, suivant une proportion qui est respectée, avec des matériaux qui sont informés, qui sont le plus noble possible. Je ne dis pas qu'ils sont toujours nobles, mais le plus noble possible. Là, notamment, le spin vortex ici, c'est à la base, on va dire que c'est une forme d'entonnoir, mais ce n'est pas un simple entonnoir.
C'est un entonnoir dont la forme, la dimension et les proportions permettent de générer un vortex. Et le vortex a la capacité de régénérer l'eau. Et c'est fait en résine notamment, avec de la poudre de quartz que j'informe également, des informations bien évidemment qui sont cohérentes pour l'eau, hein, pour restructurer la molécule d'eau. Voilà encore quelque chose qui est sorti des antennes de Nano cette année, en 2015, donc qu'il a baptisé Energy Project. Alors ça a été fait aussi, ça a été revu de façon, enfin vu en tout cas de façon très précise pour que ce soit dans les proportions sacrées, hein, en géométrie sacrée toujours. Alors ça c'est un petit, c'est un pin, c'est ça, hein, c'est la maquette on va dire, mais on va le réaliser dans des proportions beaucoup plus importantes, on peut le faire dans différentes proportions. Voilà, ça c'est ce qu'on a appelé la fleur de Gaïa, donc qui permet de dynamiser l'eau aussi. Donc là on est en train de, vous voyez qu'il y a même le compteur d'eau, on est en train de mesurer les débits et tout ça pour voir un petit peu, parce qu'il y a une cohérence aussi dans le volume d'eau qui va passer, il y a un certain rythme, donc voilà, on affine tout ça pour que ce soit le plus cohérent possible, on va dire, hein, pour réharmoniser l'eau. Donc là c'est un assemblage de 6 petites vasques qui forment une fleur, avec un jet au milieu, que vous ne voyez pas sur cette diapo. Là il y a également des vasques vives, donc, qui permettent de redynamiser l'eau. Il y a un mouvement de 8 qui se fait ici, c'est-à-dire que l'eau arrive ici, il y a un 8 qui se fait là. Je vous parlais du 8 tout à l'heure, en tout début de conférence, de l'importance du 8 hein, au niveau symbolique, et puis du message qu'il y avait derrière tout ça. Donc ce message, on le retrouve justement dans ces fameuses vasques, dans le mouvement qu'emprunte l'eau lorsqu'il passe dans ces vasques. Donc là, vous avez un exemple de cascade, hein, parce qu'en fait, on peut en mettre 10, 20, 30, hein, c'est à l'infini. On peut aussi en mettre une isolément. Hein. Voilà, ça c'est encore une œuvre de Nano aussi, un dessin qu'il a conçu, toujours suivant la géométrie sacrée, qui est en résonance aussi avec tout le reste. Hein. C'est-à-dire qu'on a une cohérence entre les différentes longueurs d'onde. Et puis ça c'est en cours, hein, vous voyez que c'est brut, c'est un bassin vibratoire. J'espère pouvoir l'inaugurer, je sais pas, j'espère si on va l'inaugurer au printemps, mais bon, il y a encore du travail. On a encore tout l'hiver pour le terminer. Il va y avoir justement des spin vortex, des assemblages qui vont être faits de façon très précise, en fonction toujours de la géométrie sacrée, avec une pyramide dessus aussi. Et puis il y a les vasques autour, voilà, il y a différentes choses. Et il n'y a pas de champ électromagnétique non plus au niveau des pompes, puisque c'est mis à part. Enfin voilà, il y a une étude assez précise. Mais bon, c'est un bassin expérimental, puisque j'ai déjà fait des expérimentations sur d'autres bassins, mais là on peaufine, on va plus loin, on essaye de faire vraiment, le but étant de ne pas traiter l'eau du tout, que l'eau finisse par, à force de passer dans les différentes vasques et fleurs de Gaïa et les spin vortex, arrive à s'auto-régénérer. Et le peu de traitement qu'on apporte, ce serait le principe homéopathique, c'est-à-dire à partir de poudre informée. Voilà, le but étant ça, ce but je l'ai déjà atteint avant de faire ce bassin, donc là on essaye de faire mieux que ce qui a été fait avant, parce qu'avant il fallait quand même un petit peu de traitement, et là on vise 0 traitement, c'est ce qu'on vise, mais bon, voilà. Voilà, ça c'est le logo de ce fameux site harmoniequantique.com, sur lequel vous allez pouvoir retrouver cette conférence qui a été filmée par caméra cristalline. Voilà, donc ça sera sur le site, ça sera sur YouTube aussi, bien sûr. Vous aurez d'autres informations. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo déjà qui est sur ce site et qui est sur YouTube, sur la géométrie sacrée. Et alors la personne dont j'ai parlé, qui a réalisé tout ça, je ne sais pas si elle veut venir expliquer un petit peu. Je ne regarde pas, hein, je regarde le mur là-bas. Je sais qu'elle est un peu réservée, parce que comme tous les artistes, ben, il y en a qui sont très extravagants, hein, très extravertis, puis il y en a qui sont plus réservés. Donc
Ça me ferait plaisir que cette personne vienne parler de ce qu'elle a fait. Mais bon. Ah, je ne sais pas où elle est. Hein. Elle est cachée derrière le rideau là-bas, mais je ne sais pas si elle va vouloir sortir ou pas. Je ne sais pas du tout. On va l'applaudir quand même. Alors. Yes! Yes! Alors il faut que je vous dise, ça c'est de l'impro. Ça c'est de l'impro parce qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas du tout au courant, je lui ai juste proposé, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ben, j'ai déjà expliqué ce qu'on faisait, mais bon, peut-être que tu peux notre portail, ouais, notre bassin, notre... je sais pas, voilà, comment ça vient, comment ça se fait. Je te laisse le micro, allez, vas-y, à l'impro, allez. Bon, déjà, Franck vous a beaucoup expliqué la recherche par rapport aux formes, aux ondes de forme. On se rencontre à nouveau, on se connaissait déjà depuis pas mal d'années, on se rencontre à nouveau, moi plus orienté vers la sculpture, lui dans la dynamisation, et en fait on est en train de se rejoindre sur ce projet, sur ces projets, et ça part tous azimuts. Ça part voilà, dans des formes autour de l'eau, ça part sur des portails, ça part sur des aménagements d'espace naturels. Voilà, pour essayer de marier un aspect technique et une inspiration que j'ai, une inspiration qui vient de choses plus énergétiques, et essayer de faire un mariage un peu judicieux entre la science est là, les idées à profusion de Franck, et peut-être une sensibilité que j'ai qui me permet de mettre des idées en forme. Voilà. Donc, un vaste projet, et apparemment on est dans l'air du temps, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Merci. Voilà. Bon, moi je crois que c'est l'heure. Ouais. Alors je vous remercie pour votre attention.